il y a plusieurs sources qui annoncent des chiffres. Le gouvernement est à 31, mais il y a d'autres sources qui parlent d'une centaine. Et donc, nous continuons à pousser nos recherches pour voir effectivement qu'est-ce qu'il en est. Et au bout de cette enquête-là, nous produirons un rapport. Mais avant de continuer notre émission, je voudrais vous inviter à suivre ce témoignage donné par quelqu'un, un jeune qui était sur place, lui aussi, voulait se faire enrôler dans l'armée. Écoutez ce qu'il est en train de dire et vous me direz ce que vous pensez de cela. Bonjour papa. Bonjour mon vieux. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous appelle-t-on? Je suis Alvin Lufuma. Nous sommes ici au stade Ornano. Il nous a été rapporté que des gens sont morts ici. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai passé nuit ici. Je suis arrivé ici depuis hier à 5 heures du matin. Nous étions ici à ces heures-là parce que nous savions que les recrutements se font la journée. Mais quand nous sommes arrivés, les recruteurs nous ont fait savoir que la journée, il n'y avait pas de place. Il fallait revenir la nuit. Nos dossiers seront enregistrés la nuit. Nous y sommes restés jusqu'à tard dans la nuit. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé d'être ici la nuit. Ce n'est pas nous. Ils nous ont demandé d'être là à 1 heure du matin. Il y avait vraiment du monde. Je suis très attristé. J'ai vu comment les gens sont morts ici. Plus d'une trentaine de personnes. J'ai même aidé les équipes à mettre les victimes dans les corbillards, sans compter les blessés graves. D'aucuns se sont fracturés les jambes. En fait, ce qui s'est passé, ils ont demandé aux gens de venir ici la nuit et qu'ils allaient nous recevoir. Au lieu de nous recevoir, non, ce n'était plus le cas. Ils ont commencé à choisir des candidats à leur gré, alors que tous nous étions là pour déposer les dossiers. Ils ont commencé à chicoter les gens, à nous frapper. Les gens ont commencé à fuir. Dans cette panique générale, certains ont marché sur les autres et c'était le désordre. Voilà qui a entraîné des morts. Une femme est morte ici avec ses 2 enfants. C'est triste. On ne comprend plus rien. Où va ce pays? Nous sommes venus chercher du boulot, mais voilà, que les gens meurent. On ne comprend plus rien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Telar TV, R7, la renaissance de l'Afrique et bienvenue dans ce spécial drame d'Ornano, le drame survenu, vous le savez, hier mardi 21 novembre 2023 à Brazzaville, en République du Congo, où plusieurs dizaines de jeunes parmi les milliers rassemblés dans un petit terrain de basketball, Michel Ornano de Brazzaville, pour un enrôlement dans l'armée congolaise, ont trouvé la mort. Le bilan provisoire annoncé par le gouvernement congolais fait état de 37 morts. Cependant, d'autres sources concordantes parlent de près d'une centaine de morts. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Franck Chibinda. Bonjour Franck. Bonjour Christian. En tout cas, merci d'être avec nous sur Telar TV R7. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, au CDH. Votre première réaction, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris ce drame? Écoute, Christian, avant de vous partager ma première réaction quand j'ai appris cette nouvelle, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, qui est celui de m'incliner devant la mémoire des personnes disparues, mais aussi de présenter mes sincères condoléances à l'endroit des familles éplorées. Alors, quant à ma première réaction, mais en tant qu'humain, j'ai été choqué, et aussi en tant que citoyen congolais, j'ai été abasourdi d'apprendre qu'en plein 21e siècle, que des gens puissent trouver la mort dans des circonstances pareilles, qu'on ne peut expliquer en fait. Et donc, c'est un sentiment de peine. J'ai été en même temps horrifié. Voilà. Et c'est un événement, c'est un drame aujourd'hui qui met à nu le système administratif qui est défaillant, qui est obsolète, qui ne s'adapte pas à la modernité. Voilà un peu le sentiment qui a gagné mon être quand j'ai appris cette information. Alors, vous êtes sur place à Brazzaville. Quelles sont les dernières évolutions sur cette situation? Comment gérez-vous la situation à votre niveau, bien entendu, la société civile?
Ben, à notre niveau, nous continuons à mener des enquêtes. Tout à l'heure, là, dans votre mot introductif, vous avez bien dit qu'il y a plusieurs sources qui annoncent des chiffres. Le gouvernement est à 31, mais il y a d'autres sources qui parlent d'une centaine. Et donc, nous continuons à pousser nos recherches pour voir effectivement qu'est-ce qu'il en est. Et au bout de cette enquête-là, nous produirons un rapport. Et voilà, donc on ne se fie pas à ce que dit le gouvernement, on ne se fie pas non plus à ce que disent, j'allais dire ce que dit la rumeur, mais nous allons nous-mêmes aussi déterminer le constat qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être endeuillés de cette façon-là. En attendant avoir évidemment les statistiques définitives, il faut dire que les sources, il y en a plein. Ceux qui parlent d'une centaine de morts, le gouvernement, je l'ai rappelé tout à l'heure, parle de 37 morts. Et nous avons suivi le directeur général du CHU qui parlait d'à peine 15 morts. Donc, évidemment, personne n'est donc encore fixé sur le bilan définitif. Mais avant de continuer notre émission, je voudrais vous inviter à suivre ce témoignage donné par quelqu'un, un jeune qui était sur place, lui aussi, voulait se faire enrôler dans l'armée. Écoutez ce qu'il est en train de dire et vous me direz ce que vous pensez de cela. Bonjour messieurs, bonjour. Comment vous appelle-t-on? Je suis Alvin Lufuma. Nous sommes ici au stade Ornano. Il nous a été rapporté que des gens sont morts ici. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai passé nuit ici. Je suis arrivé ici depuis hier à 5 heures du matin. Nous étions ici à ces heures-là parce que nous savions que les recrutements se font la journée. Mais quand nous sommes arrivés, les recruteurs nous ont fait savoir que la journée il n'y avait pas de place. Il fallait revenir la nuit. Nos dossiers seront enregistrés la nuit. Nous y sommes restés jusqu'à tard dans la nuit. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé d'être ici la nuit. Ce n'est pas nous. Ils nous ont demandé d'être là à 1 heure du matin. Il y avait vraiment du monde. Je suis très attristé. J'ai vu comment les gens sont morts ici, plus d'une trentaine de personnes. J'ai même aidé les équipes à mettre les victimes dans les corbillards, sans compter les blessés graves. D'aucuns se sont fracturés les jambes. En fait, ce qui s'est passé, ils ont demandé aux gens de venir ici la nuit et qu'ils allaient nous recevoir. Au lieu de nous recevoir, non, ce n'était plus le cas. Ils ont commencé à choisir des candidats à leur gré, alors que tous nous étions là pour déposer les dossiers. Ils ont commencé à chicoter les gens, à nous frapper. Les gens ont commencé à fuir. Dans cette panique générale, certains ont marché sur les autres et c'était le désordre. Voilà qui a entraîné des morts. Une femme est morte ici avec ses 2 enfants. C'est triste. On ne comprend plus rien. Où va ce pays? Nous sommes venus chercher du boulot, mais voilà, que les gens meurent. On ne comprend plus rien. Bien voilà, Franck Tchibinda, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Vous venez là de suivre cette réaction, ce témoignage, j'allais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, qu'est-ce que j'en pense, Christian? Je disais tout à l'heure que c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'une administration publique soit ouverte jusqu'à ces heures-là. Comment on peut enrôler des gens à une heure tardive, sachant que Brazzaville est une ville en insécurité et on se permet quand même, avec toutes les intempéries que nous connaissons, de faire appel aux jeunes qui cherchent de l'emploi de venir se faire enrôler à des heures pareilles. Et ça, c'est déjà une faute administrative qui est très, très grave. Voilà, donc, on ne peut pas comprendre cela. Et en plus, nous avons un autre sérieux problème. Le décor que nous avons vu à Orlando n'est pas une première au Congo. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que les étudiants prennent leurs inscriptions au niveau de la scolarité centrale. C'est pratiquement le même décor. Et donc, on a toujours ce problème-là de décentralisation. Brazzaville, avec tous les arrondissements que nous avons, qu'est-ce qui a empêché aux autorités compétentes de décentraliser ce service-là pour faire de telle sorte que, voilà, les jeunes de Wenze se fassent enrôler au niveau de Wenze, les jeunes de Filou, ainsi de suite. Est-ce qu'on était obligé de revenir tout le monde dans un petit espace? Tu as parlé d'un stade de basketball. Et voilà donc le résultat que nous avons obtenu face à cet amateurisme que nous jugeons d'intolérable. Et un fait quand même curieux, et c'est la question que je me posais, dans une ville comme Brazzaville, Pointe-Noire pareil, on dira toutes les villes
du Congo, l'insécurité n'est plus à démontrer. On nous parle du grand banditisme en plus avec les bébés noirs. Tout C'est à très fait. curieux quand même qu'on Tout à fait. demande à ces jeunes qui voulaient se faire enrôler dans l'armée de venir le faire le soir et nuitamment à des heures, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, très tardives. Parce que il y a aussi un autre jeune qui, celui-là, bon, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui témoignait. Lui, il s'est fait enrôler, je crois, au niveau de l'état-major. C'est là-bas que ça avait commencé. Oui, oui, c'est Et ça. après s'être fait enrôler, on lui dit, ben, écoute, tu viens chercher ton récépissé à Ornano, mais D'accord. à minuit. Bah, voilà. Quelle interprétation donner finalement à cette organisation? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Rien n'est Mais clair là-dessus. effectivement, on ne sait pas ce que cela cache, mais ce qui est sûr, c'est que ça révèle en fait les faiblesses de notre administration. On ne peut pas comprendre qu'en plein 21e siècle, que nous n'ayons toujours pas une administration informatisée. Et aujourd'hui, il est incapable de prendre rendez-vous avec un médecin sur Internet. Il est incapable de prendre son inscription à l'université Mayotte sur Internet. Et à plus forte raison, se faire enrôler. Voyez-vous, donc c'est un drame, mais qui révèle aujourd'hui l'amateurisme, les faiblesses du système administratif du Congo et ça révèle aussi l'échec au niveau social du pays parce que si on a eu tout cet attroupement, tous ces jeunes qui se sont rués là-bas pour se faire enrôler, c'est parce que le chômage au Congo a du mal à être résorbé. Et donc, nous avons un problème de chômage qui est très, très accru, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes voilà, pensent que l'armée, c'est le dernier recours. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Et c'est ça, en fait, le problème. On ne pouvait pas concevoir qu'à 1 heure du matin, que les gens se fassent enrôler dans une administration publique. Est-ce que il y avait, comme tu dis, il y a peut-être quelque chose d'autre, mais qu'on finira peut-être par découvrir un jour, puisque normalement, il faudrait bien que la justice soit saisie pour que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Voilà. Est-ce que ce n'est pas toujours cette affaire-là d'affinité, de vouloir toujours recruter les parents, des connaissances, des gens qu'on connaît? D'après les informations qui sont mises à notre disposition, effectivement, paraît-il qu'il y aurait cet acte-là de la part des militaires qui voulaient favoriser leurs connaissances, leurs parents, et la foule n'a pas apprécié, et voilà, commence à créer de la panique au sein de la foule, et toute cette foule-là s'est dirigée vers le portail, et voilà donc le constat. Enfin, là, Oui, ça mais il y a aussi le volet traitement inhumain qui a été relevé dans ce témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Le jeune dit tout à que fait. finalement, cette bousculade a été causée par des menaces de Tout la à part fait, des tout à fait, agents des forces armées congolaises qui assuraient la sécurité, qui ont commencé à chicoter, et c'est le terme qu'il utilise, tout à fait. donc à frapper les postulants, ce qui a Oui, créé une panique, et cette panique a fait que mon les gens cher marchent Christian, sur les autres. même le fait de faire venir des gens à 1 heure du matin, c'est déjà une forme de torture, ça. Vous ne pouvez pas demander quand même à un citoyen congolais d'aller se faire enrôler quelque part à 1 heure tardive de la nuit. Et, sachant que l'administration, c'est à partir de 17 heures, je pense que les administrations doivent fermer. Mais vous faites venir un citoyen, c'est déjà une violation de ses droits. La personne n'a pas la quiétude qu'il faut, donc il est obligé de subir cette forme d'humiliation parce qu'il faut trouver un emploi au niveau de la fonction publique. C'est un problème qui est très, très sérieux. Et quelqu'un me disait, est-ce qu'ils n'ont pas voulu évidemment faire une restriction au niveau évidemment de l'enrôlement, parce que lorsqu'on demande aux jeunes de venir à 23 heures ou 24 heures, 1 heure, on nous parle même de 1 heure du matin, j'imagine celui qui partira de Tankombo, ça vous dit quelque chose, les quartiers un peu plus reculés du nord. Vous avez Talanga, Filou, je prends encore voilà, Madibou et autres, même Bakongo et Makelekele, à ces heures-là, avec ce phénomène de bébé noir, j'imagine la peur que cela peut susciter chez les jeunes qui voudraient aussi, eux, se faire enrôler. Est-ce que ce n'était pas fait Je suis, dans je, cette optique, juste je de suis donc, limiter, évidemment, de ne pas donner la chance à tout le monde, alors que la constitution effectivement, congolaise dit que tout le monde... je suis tenté de dire que c'était qu'un subterfuge, une manière en fait de, de, comment je dirais, d'éliminer en fait une certaine catégorie de population qui ne pourrait peut-être pas se rendre à cet endroit-là à des heures pareilles. Et donc, c'était peut-être un moyen pour essayer de voir comment, puisqu'ils étaient envahis par une foule, et donc il fallait trouver des mécanismes pour faire de telle sorte que voilà, la foule soit maîtrisée.
Et ils ont demandé aux gens de venir à 23 heures du matin. Mais sachant que les Congolais sont dans la souffrance, ils sont dans le chômage, les gens ont bravé la peur, ils ont bravé le banditisme, ils ont bravé les intempéries parce que nous sommes en pleine saison de pluie ici à Brazzaville, juste pour aller se faire enrôler. Ben, malheureusement pour eux, au lieu de trouver de l'emploi qu'ils sont allés chercher là-bas, c'est plutôt la mort qui les attendait. Bon, Chibinda, est-ce qu'on peut parler maintenant des responsabilités, ces jeunes qui sont allés trouver la mort dans un endroit supposé être sécurisé par l'État congolais? Parce que là, finalement, et on est en train de se rendre compte au fil de temps que la responsabilité de l'armée est vraiment engagée. Et là, on apprend que ce sont des agents des forces de l'ordre qui ont commencé à chicoter à ces jeunes. Voilà pourquoi il y a eu cette bousculade. Est-ce qu'on peut parler des responsabilités? J'entends déjà dire le gouvernement congolais qui prendra charge. Hein, voilà. Mais ça ne va pas se limiter à la prise en charge, mon cher Christian. Effectivement, l'État est garant de la sécurité des populations. Mais là, l'État a failli, ce qui revient à dire que l'État doit répondre de ses actes. Et nous lançons déjà un appel là à l'endroit du procureur général qui devrait déjà saisir les deux chambres du Parlement afin que le processus de la mise en place de la Haute Cour de justice soit déclenché. Parce que effectivement, les membres du gouvernement doivent répondre. Euh, en temps normal, le gouvernement ou même le ministre de la Défense allait déjà démissionner. Mais malheureusement, on est dans un pays où le mot démission n'existe pas dans notre dictionnaire. Mais voilà, ils sont encore là. Mais que cela n'empêche pas le procureur général de lancer, de saisir les deux chambres du Parlement afin que la Haute Cour de justice soit instituée pour lever l'immunité des ministres, mais aussi de toute la chaîne de commandement afin que ces gens-là soient entendus. Et donc, nous voulons bien que l'État répare les dommages qu'ils ont causés. Donc, ça ne va pas seulement se limiter à la prise en charge des obstacles et tout, mais il faudrait bien que les dommages, que les réparations soient, j'allais dire, conséquentes au drame qui a été causé aux citoyens. Et donc, ça, je pense que c'est de cette façon-là que les populations aujourd'hui, les familles qui sont endeuillées, c'est vrai, la peine, la douleur, elle est profonde. Ce n'est pas avec ces dommages et intérêts qu'ils pourront récupérer ou retrouver leur enfant, mais bon, au moins c'est le minimum que nous, on pourra faire pour que l'État peut-être soit dissuadé et améliore aussi sa façon de faire dans les prochaines occasions. Et donc, dans la même lancée, l'OCDH lance un appel à l'endroit des familles qui sont éprouvées de se rapprocher de nous afin que nous puissions ensemble saisir la justice. Et c'est sur la base de l'article 47 de la Constitution qui dit clairement que tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'agir en justice. Et donc, nous, l'OCDH, nous sommes prêts à nous porter, à nous constituer partie civile auprès des familles éplorées afin que nous puissions demander à l'État de réparer les dommages qu'il a eu à causer à l'endroit des populations. Oui, mais évidemment, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, le Congo a connu beaucoup d'autres drames, mais qui souvent se terminent comme ça. Une fois qu'on a décrété le deuil national, on a pris en charge les familles. Après, souvent, ça s'arrête là. Et même quand on va jusqu'au niveau de la justice, généralement, c'est des dossiers enterrés. Après, il n'y a plus de suite. Qu'est-ce qui peut garantir que cette fois-ci, vous pouvez aller loin? Ben, c'est juste la détermination. Il n'y a pas de suite, effectivement, mais bon, l'administration est une continuité parce que nous savons que s'il n'y a pas eu de suite lors des différents procès qu'il y a eu, ben, tout simplement parce que nous sommes dirigés par un système qui ne respecte pas les règles de l'administration. Et donc, l'administration est une continuité. Je pense que l'impunité à laquelle nous assistons aujourd'hui sera tôt ou tard réparée. Et donc, pour ce faire, que cela ne nous décourage pas, tant mieux avoir des actions qui sont suspendues au niveau de la justice, plutôt que de rester là, les bras croisés sans rien faire. Au moins, nous voulons prendre la communauté internationale à témoin que nous avons agi en justice, mais à côté de cela, si nous ne pourrons pas conduire cause, il y a la possibilité aussi de saisir les juridictions internationales, sur la base, bien sûr, de la compétence internationale.
Merci Franck Tibinda d'avoir répondu à nos questions, surtout d'avoir été disponible. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous sur Telar TV R7. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. C'est ainsi que vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs après avoir, bien sûr, partagé massivement cette édition. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez, mais aussi vos questions seront les bienvenues. On se dit au revoir et à très bientôt.